Bonjour à vous et bienvenue pour cette nouvelle deck tech de Tivit, Seller of Secrets. Cette vidéo est une dédicace à Guillaume qui nous rejoint pour le prochain tournoi parisien et qui va se mettre à Tivit, qui cherche donc des informations sur comment est-ce qu'on joue Tivit. Il se trouve que j'ai joué Tivit pendant un temps et je vais donc faire une petite deck tech ici. Alors, je n'ai plus de liste à jour, mais on a à notre disposition EDH Top 16 qui nous donne des bonnes listes. Ce qui veut dire que je vais prendre la liste de Patrick Eckert qui a fait une bonne performance ici premier sur 132 joueurs en juillet. Et on a sa liste ici que j'ai ensuite moi dupliqué sur Moxfield pour vous faire un petit tour d'horizon. Alors, Tivit, qu'est-ce que c'est déjà? C'est un Sphinx et Roublard, et Rogue, donc Gredin, pardon. 6-6 pour 3 incolores et Esper. Une créature légendaire qui a le vol et la ward 3 et qui a cette capacité quand elle arrive en jeu ou quand elle inflige des blessures de combat à un joueur qui est Council's Dilemma. Donc une capacité de vote comme on avait à l'époque, c'était dans Conspiracy, donc on avait cette mécanique là. Donc quand elle arrive en jeu ou quand elle inflige des blessures de combat à un joueur, il peut-être, en commençant par nous, donc la personne qui joue Tivit, on va choisir soit pour des indices, soit pour des trésors. Pour chaque vote indice, on gagne un indice. Pour chaque vote trésor, on gagne un trésor. Et on a une capacité supplémentaire qui est que quand on vote, on va voter une fois supplémentaire. Donc autant en casu, on va peut-être faire des decks autour de ça, où on va jouer plein de cartes qui permettent de voter et on va avoir plus de votes pour faire plus d'effets stylés. Là, il se trouve qu'on est en CEDH où on va pas jouer des decks à thème, on va jouer des decks a priori l'essentiel du temps combo. Et ça va donc être la seule carte Cancel Dilemma dans notre deck. Généralement, ce que ça veut dire, c'est que quand Tivit arrive en jeu, alors quand on la joue, généralement on vient de payer 6, on n'a plus beaucoup de mana, donc on va dire trésor, on va choper 2 trésors, et nos 3 adversaires vont se mettre d'accord pour dire bon bah s'il veut des trésors, on va pas lui filer plus de trésors, autant essayer de le limiter en cartes, et dans ce cas-là, on va lui donner des indices. Donc généralement, vous allez résoudre Tivit, gagner 2 trésors, 3 indices, puisque vous avez 10 trésors, vos adversaires ont 10 indices. Et à un moment de la partie, potentiellement, vous allez développer suffisamment de mana, grâce à différentes cartes, pour que vous commenciez à dire indice, et là vos adversaires vont se mettre à dire l'inverse, et à dire trésor, pour vous limiter sur le nombre de cartes en main que vous pouvez piocher. Les indices sont un petit peu moins forts, dans le sens où ça coûte 2 mana mine de rien pour chaque carte que vous piochez, donc c'est lent, ça coûte beaucoup de ressources. Là où le trésor, immédiatement, ça vous donne plus de capacité à interagir, à faire différentes choses. Tivit, c'est un général qui fait partie de ce qu'on peut recommander aux débutants. Il n'est pas facile dans le sens où il y a 6 mana à payer, il faut arriver à les résoudre, mais c'est un deck qui est assez tout droit, avec une très bonne densité de bonnes cartes, qui a donc un plancher assez élevé, c'est-à-dire que on peut assez facilement faire des bonnes games avec Tivit, on sait où on va, etc. Là-dessus, il y a plein de combos sur lesquels on peut se baser. Déjà parlons un petit peu des bans. À la disparition de Mana Crypt et Jewel Lotus, ça a été un peu difficile pour Tivit puisqu'il faut payer 6 mana. C'était 2 cartes qui aidaient énormément à payer ces 6 mana. Malgré tout, ce serait une erreur de penser que Tivit est le deck qui a le plus souffert de ces bans ou que c'est vraiment terrible parce qu'il y a aussi une autre carte clé qui est partie qui est Dockside Extortionist. Le plus grand ennemi de Tivit, la carte qui faisait que c'était difficile de jouer Tivit, c'était Dockside Extortionist puisque Tivit à chaque fois pose 5 artefacts. Donc en fait, à chaque fois qu'on résolvait Tivit, c'était la garantie que n'importe qui résout un Dockside derrière gagne la partie. Vraiment, on donnait la win aux joueurs de Dockside. Et c'était très désagréable. C'était une des raisons qui a fait que j'ai arrêté de jouer Tivit à l'époque. C'était vraiment Dockside qui était une plaie. Donc maintenant, sans Dockside, il se trouve que Tivit est finalement un deck qui est devenu meilleur. Ça ne veut pas dire que c'est un des meilleurs decks du format. Et notamment, si on rajoute du rouge, il y a Tymna Chrome, qui est le boogeyman du format, Blue Farm, considéré par à peu près tout le monde, si tu veux, et vérifié dans les stats, comme étant le meilleur deck du format. Mais Tivit reste un bon deck là-dessus avec un bon plancher et des bonnes capacités de victoire. Alors justement, on a dit que c'était un deck combo. Quels sont les combos? On va commencer par le premier combo qui est le combo Valley Flood Caller. Dans ce combo-là, on a Valley Flood Caller qui de base est une bonne carte puisque Valley Flood Caller c'est une 2-2 flash qui donne à nos autres sorts non créatures le flash. Et qui nous donne plus de capacité à juste faire Drogo, c'est-à-dire qu'à notre tour, on pioche, on pose notre terrain, on dit go à toi, et on attendra une fenêtre pendant un tour d'un adversaire pour essayer de prendre la victoire. On ne se met pas en danger, hop, vas-y, joue, faites vos trucs, et à un moment, si une fenêtre s'ouvre, bah tout à coup, je vais gagner en instant speed. Ce que ça permet notamment, c'est de se dire, ah bah tiens, il y a un adversaire qui est en train de gagner, qui a sa victoire sur la pile,
là. Il y a eu des batailles d'interaction, etc. Et en fait, il n'y a plus d'interaction, les gens sont à sec. Et là, c'est le moment où Grand Prince, je fais, bon, bah par-dessus, en flash, je vais tenter moi de partir en combo. Et si vos adversaires ont déjà tout dépensé, potentiellement, vous allez pouvoir partir avec la game comme ça. Donc ça, c'est un des vrais trucs déjà assez agréables que permet de faire Valley Flood Caller. Mais en plus de ça, il a une autre capacité qui est quand je lance un sort non créature, mes oiseaux, mes grenouilles, mes loutres et mes rats gagnent +1/+1 et je les dégage. Et il se trouve que Valley Flood Caller est une loutre et sorcier. Donc ça permet un combo qui est assez particulier, qui est avec Retraction Helix. Retraction Helix, c'est une carte d'interaction qui n'est pas terrible toute seule. Pour un bleu, je donne la capacité à une créature sur le champ de bataille, jusqu'à la fin du tour, de pouvoir s'engager pour renvoyer le permanent non terrain ciblé dans la main de son propriétaire. Alors, si je pense qu'à moi, je peux me dire, bah, je joue pas beaucoup de créatures, c'est vraiment pas terrible comme carte, je vais avoir du mal à trouver une cible. Heureusement, il y a beaucoup de créatures qui sont jouées dans le format, et ce qu'on peut faire, c'est, il y a un adversaire qui est en train de faire un truc très fort, et là, je m'arrange avec un de mes autres adversaires, je fais, tiens, si je cible ta créature avec Retraction Helix, est-ce que tu peux t'engager à bouncer, hop, cette autre carte sur le champ de bataille qui s'apprête à le faire gagner. Généralement, votre adversaire va accepter, ce qui fait que c'est pas grave de ne pas avoir de créature à cibler de votre côté avec Retraction Helix, du moment que vous avez un adversaire qui peut collaborer avec vous. Donc là où c'est un combo, c'est que vous allez cibler votre Valley Flood Caller avec Retraction Helix. Maintenant, votre Valley Flood Caller peut s'engager pour renvoyer un permanent de terrain dans la main de son propriétaire. À ce stade-là, vous pouvez donc jouer un Mana Rock qui est mana positif, comme Grim Monolith, Mana Vault, Mox Opal ou Sol Ring. Et quand vous allez le jouer, vu que c'est un sort non créature, Valley Flood Caller va se dégager. Donc par exemple, imaginons que je sois avec Sol Ring. J'ai mon Sol Ring en jeu, j'engage mon Valley Flood Caller grâce à la capacité de Retraction Helix pour renvoyer mon Sol Ring de ma main. Maintenant, je paye un mana incolore, je rejoue mon Sol Ring, hop, mon Valley Flood Caller se dégage, j'engage mon Sol Ring, je fais 2 mana incolore, j'engage mon Valley Flood Caller, je renvoie mon Sol Ring dans ma main, je le rejoue en utilisant un des 2 incolores que j'avais généré avec le Sol Ring, et hop, je redégage mon Valley Flood Caller, je suis revenu à la case départ mais avec un incolore en plus. Je vais donc pouvoir faire mana incolore infini, et ensuite je vais pouvoir filtrer ce mana incolore avec d'autres mana rock que j'ai dans mes pièces de rampe, comme Fellwarstone, Arcane Signet, etc., qui me feront du coloré. Et une fois que j'ai mana incolore et coloré infini, je peux renvoyer Tivit dans ma main et la rejouer à l'infini, ce qui veut dire que je vais faire Trésor et Indice à l'infini. Maintenant que j'ai Trésor et Indice à l'infini, avec mes indices, je vais pouvoir piocher mon deck et trouver une autre win de combo, comme Tassa's Oracle. Et c'est comme ça que je vais gagner la partie. Donc la première win ici est la combo Flood Caller. L'avantage ici, c'est que quoi qu'il arrive, on a besoin de mana rock qui font beaucoup de mana pour être capable de payer les 6 mana pour Tivit. Et ça reste une sorte d'interaction qui est correcte. Ça reste une manière de pouvoir gagner en éphémère qui est très fort. Donc l'avantage de cette première combo, c'est de jouer que des bonnes cartes et d'arriver à partir en mana infini et à gagner avec. Un deuxième combo qui fait à peu près ça aussi, c'est le combo Hullbreaker Aurore. Donc là, c'est pareil. Je vais avoir Hullbreaker Aurore qui est au cœur de cette combo. Pour 5 incolores, 2 bleus, j'ai une 7-5 flash qui ne peut pas être contrecarrée, donc qui est très difficile à gérer, d'autant plus que elle a une capacité qui dit qu'à chaque fois que je lance un sort, je choisis l'un. Soit je renvoie le sort ciblé que je ne contrôle pas dans la main de son propriétaire, soit je renvoie le permanent non terrain ciblé dans la main de son propriétaire. Ce que ça permet notamment, c'est que, imaginons, mon adversaire joue une Force of Will sur un des éléments de ma combo pour me stopper. Je joue n'importe quoi en éphémère, je renvoie sa Force of Will dans sa main, et s'il n'a plus de carte bleue à exiler, et ben maintenant il ne peut plus rejouer sa Force of Will. Pareil, si mon adversaire paye du mana pour me jouer une interaction, et en réponse je lui renvoie son interaction dans sa main, et si mon adversaire n'a plus de mana, il ne peut pas rejouer son interaction. Donc Hullbreaker Aurore, au global, c'est vraiment une carte qui fait très peur, parce que c'est très dur d'interagir avec et de la stopper. Et Hullbreaker Aurore part aussi en combo sur nos mana qui sont mana positifs. Donc typiquement, imaginons quand j'ai Lotus Petal et Mana Vault, ou imaginons, on va commencer la boucle, j'ai Lotus Petal dans ma main, Mana Vault que j'ai engagé pour jouer mon Hullbreaker Aurore. Donc je lance maintenant ma Lotus Petal, trigger de Hullbreaker Aurore. Je renvoie ma Mana Vault dans ma main. Je paye un incolore qui me resterait de je ne sais quoi, ou un land, peu importe. Je joue ma Mana Vault. Je renvoie ma Lotus Petal dans ma main. J'engage ma Mana Vault, je fais 3 mana incolores. Je rejoue ma Lotus Petal, je renvoie ma Mana Vault. J'utilise un des 3 mana incolores pour rejouer ma Mana Vault. Et là, je suis revenu à la case départ, je renvoie ma Lotus Petal dans ma main. Donc j'ai dans ma main Lotus Petal, en jeu Hullbreaker Aurore et Mana Vault. Et dans l'opération, j'ai gagné 2 incolores. Donc je vais faire ça jusqu'à avoir mana incolore infini. Et ensuite, pareil que pour Flood Caller, je vais aller chercher un Arcane Signet, un talisman, peu importe, pour faire du coloré.
et commencer à rejouer Tivit à l'infini. Avec Tivit, je vais aller piocher le reste de mon deck, etc., trouver mes autres combos. Donc ça c'est un deuxième combo qui a l'avantage d'être avec une carte très difficile à gérer et d'utiliser le fast mana que de toute façon j'ai prévu de jouer. Donc encore une fois, on a une combo qui est très efficace, très impactante, qui fait très peur, quasiment que avec des cartes qu'on jouerait quoi qu'il arrive, puisqu'elles nous permettent de jouer dans le général et rentrent dans notre plan de jeu. Une nouvelle combo ici qui est intéressante, c'est Displacer Kitten et Teferi Tamaraveler. Alors, déjà Displacer Kitten tout seul. Pour 3 incolores et un bleu, c'est une 2-2 qui dit quand je lance un sort non créature, j'exile une cible que je contrôle, un permanent non terrain que je contrôle. Et je la renvoie directement en jeu sous le contrôle de son propriétaire. L'avantage de ça, c'est que à chaque fois que je vais jouer un sort non créature, à chaque fois que je vais jouer un sort non créature, je vais exiler par exemple Tivit et je vais refaire par exemple 2 trésors 3 indices. Donc ça déjà tout seul, c'est une créature, donc c'est pas facile à contrer dans le format vu que la plupart des sorts sont genre Force of Negation, je contre un sort non créature, Flusterstorm, je contre un sort d'éphémère de rituel. Dispel, je contre un sort d'éphémère, etc. La plupart des contre-sorts qui sont joués dans le format, des interactions qui sont jouées dans le format ne ciblent pas Displacer Kitten. Et si je me dis, bah tiens, vas-y, Select Chronic Rift sur ton Displacer Kitten pour essayer de te le virer et que tu arrêtes de faire n'importe quoi, bah en réponse, je joue n'importe quel sort non créature, je cible mon Kitten, hop, il s'en va, il revient, et la Cyclonic Rift fizzle, puisque l'instance de Displacer Kitten qu'elle ciblait n'est plus sur le champ de bataille. Donc de base, Kitten, c'est une bonne carte qui synergise bien avec Tivit. Teferi, de base, c'est une bonne carte pour protéger nos combos. Pour un incolore, un bleu, un blanc, c'est un Planeswalker avec 4 marqueurs loyauté quand il arrive. Et il dit que chaque adversaire ne peut lancer des sorts qu'à tout moment où il pourrait lancer un rituel. En faisant son +1, mes sorts d'éphémère, de rituel, on le flash jusqu'à mon prochain tour. Et -3, je renvoie un artefact, une créature ou un enchantement dans la main de son propriétaire et je pioche une carte. Donc de base, Teferi, je peux le jouer pour protéger un combo, c'est-à-dire que je le résous Teferi. Si Teferi résout, bah très bien, je peux partir en combo Thassa's Oracle qu'on va voir après. Et je sais qu'on ne pourra pas m'interrompre. Si Teferi ne résout pas, bon bah je sais que c'est peut-être pas le moment pour partir. Et hop, j'attends, tant pis, je trouverai ma fenêtre plus tard. Et les deux combinés, maintenant, si je leur rajoute, disons un Sol Ring par exemple, j'ai résolu du coup mon Teferi, mon Displacer Kitten, et j'ai dû payer avec ça, avec mon Sol Ring par exemple. Je fais -3 de Teferi pour renvoyer mon Sol Ring dans ma main et piocher une carte. Maintenant je paye un incolore, je rejoue mon Sol Ring. Comme je lance un sort non créature, je peux blinker Teferi. Donc hop, il s'en va, il revient. Comme c'est dans le même effet que les deux ont eu lieu, il n'y a pas eu une fenêtre où il n'était plus là, mes adversaires peuvent de nouveau jouer des sorts. Dans la même résolution de capacité, mon Teferi s'en va et revient. Donc au début, mes adversaires ne pouvaient pas lancer de sort pendant mon tour. Et quand la capacité est résolue, ils ne peuvent toujours pas le faire. Donc il n'y a pas de fenêtre pour mes adversaires pour réagir. Maintenant, ce qui se passe, c'est que j'ai mon Teferi qui n'a pas activé sa capacité et mon Sol Ring qui est dégagé. J'engage mon Sol Ring, je fais 2 incolores, je recommence la capacité de Teferi. Hop, il remonte dans ma main, je pioche une carte. Avec un de mes 2 incolores en pool, je rejoue mon Sol Ring, je blink à nouveau mon Teferi, et je reviens dans la case départ en ayant gagné une carte et un mana incolore. Donc cette combo-là, ce qu'elle permet de faire ici, c'est mana incolore infini, que je pourrais ensuite, pareil que d'habitude, le filtrer pour faire d'autres choses, et surtout piocher mon deck. Donc trouver toutes mes autres combos là-dessus. La combo suivante, la 4e combo du deck, c'est la combo Thassa's Oracle. Alors la combo Thassa's Oracle, elle utilise plus de mauvaises cartes entre guillemets. C'est-à-dire qu'aucune des 3 cartes, j'ai envie de la jouer en dehors de mon combo. Mais, au pire des cas, Démonique Consultation et Tainted Pact sont des tuteurs, et Thassa's Oracle Scry, vraiment si c'est la panique. Mais surtout, l'avantage de cette combo, c'est d'être très dur à interagir. C'est-à-dire que tout passe par la pile, donc si j'ai pas mes adversaires qui ont des interactions sur la pile, c'est mort. Les boons et compagnie, ça ne servira à rien. Les anti-bêtes, tout ça n'a aucun intérêt. Donc c'est assez restreint en termes de package d'interaction qui peut interagir avec ça. Alors, Thassa's Oracle, commençons par lui. Vous le connaissez sûrement déjà, c'est une 1-3 pour 2 bleus. Quand elle arrive en jeu, je regarde mon top X qui est ma dévotion. J'en mets une au-dessus, le reste en dessous. Et ensuite, je regarde si mon deck est plus petit que ma dévotion au bleu, je gagne la partie. Et ça, je vais le combiner avec soit Tainted Pact, soit Démonique Consultation, qui sont 2 tutors qui me permettent surtout de choisir une carte que j'ai pas dans mon deck. Donc par exemple tu es déjà mort et Black Lotus peu importe hein, et d'exiler tout mon deck. Donc ce que je vais faire, c'est je lance Thassa's Oracle, capacité de Thassa's Oracle dans la pile, j'essaie de résoudre mon Tainted Pact ou ma Démonique Consultation. Donc c'est trop tard pour contrer Thassa's Oracle. Fallait se réveiller avant. Maintenant j'ai une fenêtre pour jouer Démonique Consultation ou Tainted Pact en réponse à ma propre capacité.
Et si l'un des deux sorts résout, je n'aurai plus de deck. Et je vais donc gagner la partie sur la résolution de Thassa's Oracle, puisque la taille de mon deck est inférieure ou égale à ma dévotion au bleu. Donc voilà, et le reste du temps, ça reste des bons tutors. Donc ça, c'est un des combos staple du format que vous retrouvez dans beaucoup de decks. C'est difficile à interagir, donc c'est pas mal. Et le dernier combo, le 5e combo qu'on a, qui fonctionne bien avec Tivit, c'est avec Time Thief. C'est une one card combo avec le général, c'est pour ça que c'est très fort. Je l'engage, je sacrifie 5 artefacts, je gagne un extra turn après ce tour-ci. Faut savoir que moi j'ai déjà fait des victoires tour 1 avec Tivit, parce que j'ai fait une sortie turbo avec plein de fast mana, je pose Tivit, avec mes 2 trésors je paye pour Time Thief. Il me reste 3 indices et 2 artefacts que j'ai utilisés pour payer Tivit. J'engage le Time Thief, je sacrifie les 5, je prends un extra turn, et après pendant tous les tours suivants, à chaque fois que j'attaque avec Tivit, je gagne 5 artefacts que j'utilise avec le Time Thief pour gagner à nouveau un extra turn. Et ça me permet de gagner des extra turns jusqu'à ce que j'ai tué tous mes adversaires au beatdown, que j'ai pioché notre combo, peu importe. À ce stade-là, j'ai trop d'avantages, j'ai gagné la partie. Donc, pourquoi est-ce que Tivit c'est un bon général? Parce que j'ai accès à 3 couleurs de très bonne qualité, 3 parmi les meilleures couleurs du format. J'ai pas le rouge pour Breach, malheureusement. J'ai pas le vert pour du fast mana créature ou ce genre de choses, des Earthcraft, du Cradle, tout ça. Mais j'ai quand même 3 très bonnes couleurs de Magic. J'ai 5 combos de très haute qualité, souvent avec des cartes que je suis content de jouer quoi qu'il arrive. Dont une one card combo avec le général qui est très facile à tutoriser, puisque en Esper, c'est très facile d'aller chercher des artefacts. Maintenant, j'ai un package d'interactions qui est assez fourni, avec 22 interactions mine de rien. Vous allez retrouver plein de trucs qui sont des staples du format, qui permettent d'interagir avec plein de choses. Je vois pas mon Toxic Deluge d'ailleurs, que j'ai du mal catégoriser, mais qui se battent quelque part. Voilà, ici, hop, qui va repasser en interaction. Et qui va sortir de la value, puisque j'ai pris le temps de trier le deck de ce fameux Patrick Eckert. Donc, on a 23 cartes d'interaction ici. Il y a quelques choix qui sont un peu étonnants. Moi, je suis pas fan de Dispel ou Offer, qui sont un petit peu niche là-dessus. Je tendance à préférer d'autres choses. De la manière que je suis pas fan de Pass to Exile, parce qu'il y a plus de decks qui jouent des basiques en ce moment, et je préfère arrêter de donner des basiques à mes adversaires. Mais ça reste des possibilités. On notera notamment Sink into Stupor, qui permet d'avoir un plus grand compte de land pour être sûr de jouer Tivit tout en étant une interaction qui est correcte. On notera Mana Drain, c'est un des derniers decks du format à jouer Mana Drain, puisqu'il y a besoin de beaucoup, notamment d'incolores pour jouer Tivit, et Mana Drain donne ses incolores. Donc 2 bleus, c'est cher pour le format, mais ça peut se faire ici. On notera Ranger Captain of Eos, qui peut aller chercher dans les cartes à value qu'on verra tout à l'heure, que je peux vous montrer dès maintenant, en tout cas pour Esper Sentinelle. Hop, ici qui pourra nous faire draw, ou Mockingbird. Le trick pouvant être, si vous avez pas mal de mana, c'est je joue Ranger Captain of Eos, donc pour 3, c'est une 3-3 qui, quand elle arrive en jeu, me permet d'aller chercher une créature qui coûte 1 ou moins, la révéler et la mettre dans ma main, qui peut se sacrifier pour dire que mes adversaires ne peuvent pas lancer de sort non-créature ce tour-ci. Ça peut servir aussi bien à bloquer le big turn d'un adversaire qui voudrait partir en storm, que de protéger mon propre big turn en empêchant mes adversaires de jouer des contre-sorts. Ça va donc aller chercher soit Esper Sentinel quand vous avez peu de mana et besoin de value maintenant, soit vous allez chercher Mockingbird, vous repayez X égale 2 pour Mockingbird, vous faites une deuxième copie de Ranger Captain of Eos, histoire d'être encore plus safe. La deuxième copie va chercher Esper Sentinel, vous jouez Esper Sentinel, et là vous avez 2 pièces d'interaction, une pièce de value, et vous êtes quand même pas mal dans votre game. Hop, dans les autres possibilités, on va retrouver Strix Serenite qui est plus fort vraiment en ce moment, notamment parce qu'il y a pas mal de cartes de deck créatures, et dans notre playgroup, et ce qu'on attend à notre tournoi parisien, c'est notamment Thomas sur du Lumra et ce genre de deck là qui vont arriver, qui nécessitent mine de rien d'avoir un petit peu de package pour contrer des créatures. Donc ça reste une carte qu'on est content de voir. On notera... moi j'aime beaucoup Talon Gates of Madara qui permet aussi bien de dire bah tiens cette pièce de Sax là elle est pas là pendant mon tour, je vais faire ma magie avec, genre t'as un Dranis Magistrate, bah tiens il est pas là pendant mon tour, je joue mon Tivit, je suis tranquille, mais il reviendra à ton tour, ce qui veut dire que tu continueras à bloquer d'autres joueurs. Ça permet aussi, en payant sa capacité en éphémère, pour 4 je la mets en jeu. Ça, ce que ça permet, c'est que j'ai un adversaire qui résout, disons, par exemple, un grand abolisher. Donc j'ai un adversaire qui dit, bah, pendant son tour, les adversaires ne peuvent pas utiliser de capacité d'artefact, de créature ou d'enchantement ou lancer des sorts. Ben pas grave, il se trouve que il résout son grand abolisher, il tente de partir en combo, et moi je fais, ah non, non, je pas besoin d'interagir là-dessus, non, non, pas de priorité, je vis ma vie. Et puis quand vraiment c'est le moment où là il a présenté sa combo, il est à poil, il a tout révélé, là vous faites bah, pour 4, hop, Talon Gates of Madara arrive en jeu, je passe ton grand abolisher hors phase, maintenant on peut de nouveau interagir et on va stopper ta combo. On retrouve le même principe avec Touch the Spirit Realm, qui peut ici en éphémère
ce channel, donc c'est une capacité. Retirer ici un artefact ou une créature et reviendra en jeu à la fin à l'étape de fin de la prochaine étape de fin de son propriétaire. Non, la prochaine step tout court d'ailleurs. Et ça peut se jouer en rituel pour virer de manière permanente un artefact ou une créature qui sera sous le touch de Spirit Realm, qui reviendra si on gère le touch de Spirit Realm. Et ce qui est aussi utilisé là-dessus, c'est que je peux exiler ma propre Tivit pour qu'elle revienne ensuite et faire plus de trésors et de clous si j'ai envie de value là-dessus. Donc c'est une possibilité qui est intéressante. On est aussi sur un deck qui joue, mine de rien, assez peu de créatures, ce qui veut dire que je peux me permettre de jouer Toxic Deluge pour essayer de raser tous ces boards de créatures. C'est un deck dans lequel je peux aller jusqu'à jouer Supreme Verdict ou Languish, par exemple, si j'ai envie de métagamer, que je vais mettre dans le sideboard. Comme ça, on pourra en parler. Hop, et Supreme Verdict. Hop, et je vais vous mettre ça dans le sideboard pour en parler tout à l'heure. Ensuite, dans sa liste, ce joueur-là du coup joue, je pense, en méta américain aux États-Unis et il joue donc Steel Enchantment. Steel Enchantment, c'est typiquement un méta call, c'est-à-dire que pour 2 bleus ici, je vole le contrôle de l'enchantement ciblé. Et ça, c'est particulièrement dans un metagame qui joue énormément de cartes comme Rhystic Study, qui fait que tous mes adversaires doivent, à chaque fois qu'ils lancent un sort, payer un de plus ou me laisser piocher une carte. Quand tout le monde joue des Rhystic Study, Mystic Remora ou Smothering Ties, et ben c'est tentant de jouer ce genre de carte là, c'est-à-dire que si j'envoie à toutes les games en face, bah, je dis bah tiens à moi, hop, je vais nationaliser ça, maintenant c'est ma Smothering Ties ou ma Rhystic Study et je vais en tirer un bénéfice. Il se trouve que en France, de ce que j'en sais, on a beaucoup moins ce genre de méta très Rhystic Mystique, ce qui veut dire que je ne jouerais pas ça pour notre tournoi parisien par exemple, ce serait trop niche comme carte et je jouerais plutôt une des cartes qu'on aurait en side. Mais si je vais jouer sur un méta américain et peut-être un méta européen, où j'attends beaucoup de joueurs de Blue Farm, etc., je jouerai effectivement Steel Enchantment. Dans les cartes de protection, on va avoir donc Grand Abolisher et Voice of Victory notamment, qui sont des cartes dédiées de protection, là où Silence peut être utilisé aussi bien pour stopper un adversaire que se protéger soi, pareil pour Ranger Captain Oveos. Ces cartes-là sont vraiment des cartes dédiées de protection. Cavern of Souls permet de notamment nommer Gredin ici et résoudre Tivit incontrable si on a peur qu'elle se prenne un contre-sort et qu'on soit tout nu, et qu'on se sente très mal par rapport à ça. Mais ce que ça permet aussi, c'est la spéciale de dire Cavern of Soul, humain, Grand Abolisher, et ben voilà, maintenant vous pouvez contrer ni mon Grand Abolisher, ni ce qui va arriver après, et vous êtes tout nu. Alors, il y a des exceptions à ça, typiquement, votre adversaire peut vous résoudre un Mindbreak Trap, puisque le Mindbreak Trap exile le Grand Abolisher, ne le contrecarre pas. Ça, c'est un des trucs qui peut vous arriver, vous pouvez vous faire silence en réponse, auquel cas c'est aussi bâché. Et vous pouvez vous faire Town Gates of Madara, votre Grand Abolisher. Donc c'est pas 100% safe non plus, vous pouvez vous le faire au Tawara, Touch de Spirit Realm, il y a des bonnes manières de gérer ici la carte sans vous retrouver, enfin voilà, de vous priver du coup de cette opportunité, mais quand même une grande majorité du temps, si vous faites Cavern of Soul, nom humain par surprise, et vous enchaînez sur le Grand Abolisher, en face, voilà, la table est toute nue, et vous avez gagné la partie, puisque derrière vous enchaînez sur votre combo tranquille. Donc ça c'est une très bonne manière de gagner la partie. Dans notre rampe, où on va retrouver plein de cartes de fast mana typiques là-dessus, des cartes très fortes comme Smothering Ties, des cartes à usage unique comme Dark Ritual, la petite nouvelle Tataru Taru ici qui permet de piocher soit une carte, enfin piocher un adversaire, ce qui n'est pas dramatique non plus, et surtout, immédiatement, et à toutes les autres occurrences de Mystic Rhystic, puisqu'à chaque fois qu'un adversaire pioche une carte, si ce n'était pas son tour, vous créez un trésor engagé, une fois par tour maximum. Bon, bah, ça vous permet, mine de rien, déjà de base, là, vous le jouez, vous piochez une carte, vous faites un trésor engagé. Et au cours d'une partie, dès qu'il y a des moteurs de pioche comme Chrome, Rhystic, Mystic, etc., Thrasios, ben, vous allez pouvoir piocher faire un certain nombre de trésors engagés et développer votre mana pour jouer Tivit. Donc c'est une bonne addition au deck. Et on retrouvera Urza. Urza qui peut engager les artefacts que vous contrôlez pour faire du bleu, ce qui permet que tous les indices et les trésors fassent du bleu sans avoir à se sacrifier. Très fort. J'ai aussi mis ici Urza's Saga. Urza's Saga qui permet typiquement de vous la jouer de tour 1 avec un marqueur. Tour 2, elle passe à niveau 2. Tour 3, elle passe niveau 3. Vous prenez le mana incolore en pool, vous allez chercher votre Sol Ring. Et vous allez maintenant avoir 3 incolores pour payer votre Tivit. Là-dessus, les 3 incolores de la Tivit. Et il n'y a plus qu'à avoir les 3 colorés en jeu. Donc pour peu que tour 2, vous ayez joué ne serait-ce qu'un petit talisman. Voilà, vous avez fait tour 1 Urza's Saga. Sur sortie ultra molle, hein, je parle même pas d'une bonne sortie, sur sortie très molle, vous faites tour 1 Urza's Saga, tour 2 Talisman of Dominance,
Tour 3, vous jouez votre troisième land, Urza Saga et allez chercher Sol Ring. Bon bah vous avez vos 6 mana, dont 3 colorés, pour jouer votre Tivit et rester avec 2 mana, mine de rien dégagés avec vos 2 trésors, pour continuer à interagir pendant les tours adverses. Donc c'est très correct. Tivit est un deck qui se permet encore de jouer de la Stax, là où d'autres decks ne prennent pas forcément cette pli-là. Je pense à Blue Farm, typiquement. Donc, c'est un choix stratégique que vous pouvez faire, c'est pas obligé. Il y a plein de decks du moment qui ne jouent pas de stacks pour jouer plus de moyens, typiquement de faire de la value ou ce genre de choses. Donc, on pourra parler là-dessus des alternatives. En tout cas, Blind Obedience, ici, en forçant les artefacts et les créatures à arriver en jeu engagé, est un moyen de... est un moyen ici de ralentir les decks turbo. Donc typiquement tous les decks turbo qui vont vouloir résoudre des Gris Monolith ou des Mana Vault pour faire directement du mana, bah, là ils vont arriver en jeu engagé et ils pourront pas partir aussi facilement en combo avec Ad Nauseam, avec Birdie ou je ne sais quoi. Donc typiquement face au Vivi, au Ral, au Roxai, etc. Blind Obedience c'est assez correct pour pourrir leur tour de Storm. Et la carte à Extort. Extort qui vous permet de payer du blanc ou du noir pour voler un point de vie à chaque adversaire. À chaque fois que vous lancez un sort. Ça, mine de rien, imaginons que vous vous êtes fait exiler votre Thassa's Oracle et du coup que vous n'avez plus ce qu'il a à disposition, mais vous êtes quand même en mesure de faire sort infini, storm infini, etc. Bon, bah, vous avez une alternative dans vos combos, Float Caller, Hullbreaker, etc. Pour tuer vos adversaires, pareil pour Kitten. Bah en fait, à chaque activation, vous allez extort de 1, donc voler un point de vie à chaque adversaire et vous allez juste les tuer à l'extort, comme ça. Ce qui est une alternative ici à si vous ne pouvez pas faire tour infini au beatdown avec Tivit, si vous ne pouvez pas tuer avec Thassa's Oracle, vous avez un troisième moyen de gagner la partie, de finir en cas de problème. C'est important à voir et c'est pour ça que Blind Obedience est aussi joué, même si ce n'est pas la meilleure pièce de stacks. Curse Totem ici permet de désactiver tous les alpha mana et notamment Thrasios, et c'est le choix principal derrière Curse Totem, c'est de venir désactiver des cartes qui sont quand même assez jouées en ce moment. Et au passage, vous désactivez des Oswald et des trucs du genre qui sont un peu joués dans notre playgroup. Dranis Magistrate permet de bloquer tous les decks qui jouent sur leur général, typiquement Lumra. Mais ça peut aussi vraiment handicaper Oswald, Thrasios, City, et j'en passe, qui sont joués chez nous. Gravedigger's Cage est très bien quand vous ne jouez pas Breach. C'est pour ça que typiquement Blue Farm ne joue pas Gravedigger's Cage, puisqu'il joue Underworld Breach. Nous, on peut se permettre de le jouer. Et ça va les bloquer Blue Farm, Vivi et plein d'autres. Opposition Agent bloque tous les tuteurs adverses. C'est un peu cher 3 mana, mais voilà, ça peut être quand vous avez un peu plus de temps ou vous prévoyez de faire des games un peu plus longues. Opposition Agent, typiquement, va permettre de bloquer beaucoup de cartes en peu de slots. Et c'est un rogue, donc si vous avez nommé rogue sur Cavern of Souls pour jouer votre Tivit, vous avez aussi un Opposition Agent qui est incontrable. Vous avez ensuite des landes. Alors là, il n'y en a marqué que 25, mais en réalité, c'est parce que j'en ai catégorisé d'autres, par exemple en rampe ici, en protection ici, en interaction ici. Donc en réalité, on joue 29 landes, ce qui est dans les standards du CEDH, et vraiment pas choquant. Et en value, on va retrouver tout ce qui permet de faire du Quality Advantage ou du Card Advantage. Donc en Card Advantage, accumuler plus de cartes ici grâce à Mystic Remora, Rhystic Study ou The One Ring. Et on est typiquement dans un deck qui est capable de faire des One Ring tour 1. One Ring, il faut voir que s'il reste un tour sur la table, on n'a pioché qu'une carte pour 4 mana, c'est nul. S'il reste 2 tours, on a pioché 3 cartes pour 4 mana, c'est une concentration, c'est aussi nul. Donc en fait, One Ring n'est une carte qui n'est forte que si elle passe au moins 3 tours sur la table. Et idéalement plus, ou si on peut la dégager. Donc là, l'avantage du deck, c'est d'essayer de pouvoir la jouer tour 1 ou tour 2 et en profiter un peu plus, puisque la moyenne, c'est des games qui durent jusqu'au tour 5. En moyenne, une partie de CEDH va jusqu'au tour 5, ce qui permet que si on a fait un One Ring tour 1 ou 2, généralement, ça va être une carte très forte. Alors que si on la joue tour 4, généralement, ça va pas être une carte terrible. Et on va retrouver plein de différents tutors. Un Latent Tutor qui va, par exemple, chercher aussi bien Time Thief pour notre combo tour infini que des places de value comme Rhystic Study. Donc typiquement un pattern typique c'est de faire tour 1 Unlightened Tutor, tour 2 Rhystic Study, et je vais essayer d'en profiter pendant le reste de la partie. Mnemonic Betrayal est une autre alternative pour gagner la partie, puisque vous allez avoir la possibilité, imaginons, j'ai essayé plein de choses de mon côté, ce n'est pas passé, tant pis, je vais partir en combo avec le cimetière de mes adversaires, et dans une game qui dure un peu, c'est une carte qui fait toujours win. Vraiment, vous arrivez au tour 5-6, Mnemonic Betrayal aura toujours de quoi gagner dans les cimetières des adversaires. C'est assez impressionnant. Muzzle the Mixture, c'est un contre-sort, un mauvais contre-sort une partie du temps, mais le reste du temps, ça va chercher Thassa's Oracle, Tainted Pact ou Grand Abolisher, Time Sieve, etc. Donc l'avantage de Muzzle the Mixture ici, c'est de pouvoir se transmuter pour aller chercher le part de nos pièces de combo.
Transmute Artifact vous permet de garder la surprise sur ce que vous allez chercher, puisque vous ne révélez ce que vous chopez comme artefact qu'une fois que c'est résolu. Donc c'est trop tard pour se dire, ah bah maintenant que je sais ce que c'est, je vais contrer. Donc typiquement, ça peut permettre de prendre les gens par surprise en allant chercher One Ring, Curse Totem ou Tainted Pact, et voilà, de surprendre les gens sur votre choix. Et voilà, ça reste plein de bonnes cartes de value de tutor. Dans le sideboard, il y a des versions qui jouent déjà plus de flash pour pouvoir plus faire de win en éphémère. Ça, typiquement, si vous attendez beaucoup de miroirs de bleu, de jouer face à des blue farm, face à plein de decks là-dessus qui font des batailles sur la stack, ça vous permet de plus facilement accumuler des trésors et des clous en jeu, disent non, land go, land go, land go, pour attendre votre heure. Et à un moment où il y a un truc très fort qui se passe, qui a toutes les interactions qui sont tombées, là vous faites, allez, maintenant tout ce que je fais à le flash, et c'est moi qui pars en combo par-dessus, comme pour Flood Caller. Vous avez des versions plus turbo qui vont jouer Ad Nauseam, Cabal Ritual et Necropotence ici pour aller plus vite. Généralement, vous ne jouez pas Tivit pour la vitesse. Si vous vouliez la vitesse, vous aurez joué Rograk Silas. Donc, c'est pour ça que beaucoup de decks là-dessus Tivit qui sont ouvertement plus lents vont pas jouer ces cartes. Surtout que ça permet de dire, non, non, moi, regardez-moi, je joue pas avec mes PV. Je joue pas Necropotence, je joue pas Nauseam, je joue pas Sylvan Library, etc. Donc ça sert à rien de m'attaquer. Attaquez donc le joueur de Rograk Silas. Ça permet de détourner l'attention de vos PV et d'avoir aussi moins de pression sur vous sur une partie plus longue. Et ça reste intéressant. Après, vous avez un gros stack en command zone qui bloque très bien, qui est Tivit 6-6. Tivit, ça bloque très mal les Lumra, mais ça bloque malgré tout très bien toutes les petites créatures. Donc, vous avez moins la pression sur vos points de vie habituellement, mais Tivit, vous voulez aussi attaquer avec. Vous voulez pas que ça se prenne en anti-bet pour que les gens puissent passer, etc. Il y a d'autres landes qui sont jouées que moi j'aime beaucoup, genre Exotic Orchard. Ça va être très rare quand même que vos adversaires n'aient pas au moins 2 de vos 3 couleurs, si ce n'est les 3. Donc c'est un land que je trouve de très bonne qualité. Fairy Mastermind, si vous attendez un metagame pareil, plus avec plein d'engines de draw, des Chrome, des Tymna, des Thrasios, des Rhystic, des Mystiques, etc. C'est une très bonne carte que j'aime beaucoup. Vous pouvez éventuellement, donc j'ai dit, il y avait pas mal d'interactions ici qui passaient par la pile, qui étaient des Dispel, des Offer You Can't Refuse, etc. Si vous avez moins peur de ça dans votre format et vous avez plus peur de permanent, donc si vous avez plus de decks à base de permanent, genre des Oswald, des Lumra, etc., ça peut être pertinent de passer sur des Chain of Vapor ou des Into the Floodmo pour avoir plus de gestion sur le champ de bataille et être plus adapté à ce que vous allez envisager. Vous êtes dans un deck qui joue Sevin's Reclamation. Sevin's Reclamation qui a le flashback. Ce qui veut dire que vous pouvez faire des très bonnes piles d'intuition ou de Gifts Ungiven. Donc typiquement, si je veux chercher mon Time Sieve, je fais une pile de Gifts Ungiven ou Intuition avec Sevin's Reclamation et Time Sieve dedans et je suis sûr d'avoir mon Time Sieve. Soit directement dans ma main, soit parce que je vais avoir ma Sevin's Reclamation dans ma main ou au cimetière. Donc je m'assure d'avoir les bonnes cartes que je veux. Il y a des bonnes piles de value grâce à ça. C'est-à-dire que si je fais intuition, je révèle à mon adversaire, bah vas-y, t'as le choix entre Mystic Remora, Rhystic Study et Sevin's Reclamation. Quoi qu'il arrive, mon adversaire va devoir me laisser en fait Mystic Rhystic et je vais pouvoir faire une value de dingue avec ça, puisque au pire des cas, j'aurai le flashback de Sevin's Reclamation qui me ramène les deux. Donc s'il y a pas mal de gens qui jouent ces deux cartes-là, elles sont très fortes. Si en face, vous voyez une intuition ou un gift arriver, contrez-le. C'est forcément une meilleure option de contrer le gift ou l'intuition que de contrer ce qui vient derrière, puisque ce qui vient derrière va être encore pire. Donc c'est vraiment, ça fait partie de ces cartes-là qu'il faut contrer 100% du temps. D'ailleurs, si vous avez envie de plus de moyens d'empêcher vos adversaires de contrer vos cartes maîtresses, typiquement un grand Tablisher ou une Tivit, vous avez la formidable option de Mystery's Village. Mystery's Village arrive en jeu engagé à moins qu'on contrôle une montagne ou une forêt, ce qui est là dommage, parce que ça compte pas pour les îles ou quoi. C'est un land qui est Témur. Donc malheureusement, c'est un tapland dont on joue peu puisque c'est très contraignant. On va jouer typiquement Meticulous Archive qu'on peut aller tuto et Undercity Sewer, ce qui nous permet d'avoir l'option sur un fetch. Ok, j'ai rien pour utiliser mon mana sur mon fetch ici, exceptionnellement je vais acheter un tapland pour surveille et avoir une meilleure value. Donc on en joue quelques-uns malgré tout, mais ça reste pas agréable d'avoir des taplands dans un format qui est aussi rapide. Mystery's Village est un tapland, c'est pour ça qu'elle n'est pas dans la liste de base. Mais si vous attendez un format avec beaucoup de contre-sorts et vous voulez plus de victoires faciles parce que vous avez joué un grand Tablisher incontrable, Mystery's Village est une bonne option. Si vous avez des decks plus turbo en face, une carte comme Snapback peut être intéressante parce que c'est une gestion gratuite en plus. Malheureusement, la plupart des decks turbo actuels ne sont pas sensibles à des boons centrés sur des créatures. C'est pour ça que Snapback est au side actuellement.
Vous avez un nouveau land qui est sorti, qui était pas joué en juillet, mais potentiellement qui mérite sa place ici. C'est Starting Town, qui arrive en jeu engagé, à moins que ce ne soit le premier, le second ou le troisième tour de la partie, c'est-à-dire la moitié des tours d'une game de CEDH. Donc pas mal de fois, ça va arriver dégagé, et ça file d'une mana de n'importe quelle couleur, comme Mana Confluence, ou City of Brass, ou Spire Heavy Industry. Donc dans un deck tricolore, ça reste agréable d'avoir un land qui fait de toutes ces couleurs-là, et ça peut être pratique. Si vous attendez un format, un metagame très créature, ce que je pense pas non plus, parce que jusque-là, sur nos tournois, on a quelques créatures, mais on a aussi des Blue Farm, des Roxai, etc. Donc, faut pas négliger les interactions sur la stack. C'est pour ça que malgré tout, garder un petit peu d'interaction sur la stack, comme des Swansong, me paraît très pertinent pour le tournoi. Si vous avez ici plus de créatures dans le format, vous pouvez éventuellement jouer Supreme Verdict qui est incontrable, ou Languish. Languish qui a le bon goût de ne filer que -4/-4, c'est-à-dire que Tivit survit. Donc en fait, Toxic Deluge et Languish sont deux moyens de raser le board de manière unilatérale. Vos adversaires perdent toutes leurs créatures et vous ne perdez quasiment rien. Dans un metagame avec beaucoup d'usage du cimetière, comme c'est le cas pour Oswald ou pour la Nowhere Bridge, ça peut être pertinent de jouer Dodie Voidwalker qui les bloque bien. Pareil pour Lumra ou Korvold. Et enfin, vous avez Talion, qui dans des games plus lentes ici, où vous attendez à faire plus de value, va vous donner l'option, ici vous le jouez pour 2 incolores, un bleu, un noir, une 3-4 vol. Quand arrive en jeu, vous choisissez un nombre parmi 1 et 10, vous allez généralement choisir 1 ou 2. Et dès qu'un adversaire lance un sort avec une valeur en mana, une force ou une endurance égale à le nombre que vous avez choisi, ce joueur perd 2 points de vie et vous piochez une carte. Donc ça, c'est typiquement intéressant quand vous jouez, quand vous choisissez 1 ou 2, puisque la plupart des tours de combo nécessitent de jouer des cartes qui coûtent 1 ou 2. En casual, c'est généralement recommandé de dire 2, et c'est là où vous allez toucher toutes les rampantes grosses, Arcane Signet, beaucoup d'interactions, Cyclonic Rift, etc. Dans notre format, c'est un peu plus souvent pertinent de dire 1. Qui touche aussi mine de rien l'endurance de Rograk, la force de Thrasios. Et après, il ne faut pas hésiter à s'adapter à la partie en cours. C'est-à-dire que si vous avez Thrasios Tymna en face, vous avez aussi Tymna qui a 2. Vous avez Grand Abolisher qui a 2, etc. Il y a pas mal de cartes qui vont être adaptées à 2. Donc plus vous connaissez le format, plus vous pouvez faire un choix informé. Et sur des parties plus longues, c'est intéressant. Attention par contre, gros warning, vous avez une combo qui nécessite de vider votre deck et de résoudre un trigger Thassa's Oracle avec la combo Thassa. Ce qui signifie que tous les triggers qui ne sont pas des Yumei peuvent vous tuer. Si vous tentez de partir en combo Thassa's Oracle ici, bon bah là c'est vous piochez une carte, vous n'avez pas le choix. Si votre adversaire vous laisse vider votre deck et ensuite joue un sort qui coûte 1 et il perd 2 points de vie, vous piochez une carte sur Talion, vous avez perdu puisque votre capacité de Thassa est encore sur la pile. Et là vous venez d'essayer de piocher une carte alors que vous n'avez plus de deck. Donc c'est aussi pour ça que dans les decks avec Thassa's Oracle, Talion est moins joué. Et c'est à ça qu'il faut faire gaffe quand vous introduisez vos cartes. Voilà, c'était une deck tech Tivit. J'espère que c'était détaillé, que ça vous a plu et que ça vous apporte toutes les lumières qu'il faut pour jouer Tivit et passer les meilleures games du monde. Et là-dessus, merci à vous et à très bientôt sur CEDH France.